My sprinkler. Bonjour, Sarah. Bonjour. Salut, salut. Content de te rencontrer. Tu es notre première invitée aujourd'hui au Agile Tour. C'est vraiment super le fun d'être avec toi. Puis on le voit peu, mais on est sur site présentement. Oui. Donc, vous voyez l'entrée du Agile Tour. C'est juste qu'on est en pleine conférence. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de gens. On espère que la prochaine invitée, il va y avoir plein de monde partout qui vont se promener. Puis, Juste pour le déconcentrer. Juste pour faire des babayes à tout le monde pendant que... Sarah, on va parler de ta conférence qui s'intitule « Vers un avenir durable, l'entreprise régénérative en action ». Oui, Donc, exactement. la question évidente, de cosser. C'est toujours la première question d'Éric, de Tu casser. voulais pratiquer ton québécois, mais voilà, de cosser. Tu sais ce que ça veut dire, de cosser? Ben oui, c'est quoi, en fait? Là? Ça quand même... C'est une blague, c'est une ça, blague. quand même, ouais. Donc, c'est quoi pour toi une entreprise durable et régénérative? Mais En en gros. fait, c'est la raison pourquoi je voulais apporter ça ici surtout, OK. c'est que, tu sais, on se retrouve un peu dans un... Mais pas un peu, là, vraiment beaucoup, dans une espèce de virage. Tu sais, il y a beaucoup de... On commence à parler beaucoup de virage écologique, ou de transition écologique. Puis on le voit beaucoup autour du produit, autour de l'électricité, autour... Donc, il y a un côté un peu environnemental qui est associé à ça. Ouais. Mais on oublie que, basé sur ça, il y a aussi toutes les différentes valeurs qui sont changées. Tu sais, il y a une transformation, en quelque sorte, sur comment tu commences à faire les affaires. The way you do business, en quelque sorte. Et donc, c'est en train de re-questionner des différents modèles d'affaires qui existent aujourd'hui, qui nous ont rendus dans l'état où on est actuellement. Donc, l'invitation autour de vers un avenir durable et l'entreprise régénérative, c'est de connecter les gens avec un avenir possible où l'entreprise peut... is leading, en quelque sorte, la transition. OK. Donc, par la manière qu'ils font des affaires, les transactions, la manière qu'ils interagissent avec leur écosystème. On peut le voir aussi avec il y a une montée, tranquillement, là, il y a une montée de B Corp à Montréal ou partout à travers le monde. Quand tu dis B Corp? B Corp, c'est une certification d'entreprise OK. qui assure vraiment un équilibre autour de ESG, donc tout ce qui est environnemental, social et gouvernance. Et donc, ils prônent beaucoup l'équité en termes à l'intérieur de l'entreprise et c'est vraiment leur façon de fonctionner. Donc, c'est pas juste le produit extra qui en sort, mais c'est la manière que la gestion est faite, la manière que les décisions sont prises, dans quel contexte et tout. Donc, c'est vraiment revisiter, en fait, l'entreprise et donner une certaine vision, une direction qui est basée sur des valeurs plus durables. Et la raison que je voulais apporter ça ici à l'Agile Tour, c'est que l'agilité, ça fait plus de 10, même 20 plus ans que 20 ans, 20 ans-ish, qui existe. Puis s'il y a une chose qu'on a beaucoup appris, c'est transformer. Puis je sais pas si on l'a vraiment maîtrisé. Non, pas tout le temps, en tout cas. Ouais. Work in progress. Ouais, c'est ça, c'est toujours un work in progress. Puis trouver des façons de s'améliorer. Puis ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage qu'on peut prendre en fait, de l'expérience de la transformation agile pour indiquer et apprendre dans la nouvelle vague de transformation, la transformation d'entreprise vers un avenir durable. Et ça, c'est basé sur des principes régénératifs, donc différentes valeurs. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Et l'agilité en soi, de la manière que moi je le vois, c'est une façon de naviguer le complexe. Oui, effectivement. La volatilité, l'imprédictibilité. L'ambiguïté. Et beaucoup de nos entreprises aujourd'hui sont encore basées sur des modèles de prédictibilité. Donc, je le vois vraiment comme l'agilité étant un moyen pour supporter la transition écologique parce qu'il va falloir qu'on expérimente. On va être dans un milieu de terrain inconnu. Il y a des fondements qui sont très anciens, dans le sens sur comment est-ce qu'on peut... La productivité et tout ça. Oui, mais aussi encore plus anciens. Donc, les valeurs régénératives, si on parle des peuples autochtones, je veux dire, eux, ils ont été gardiens de cette terre pendant
des milliers d'années, ouais. Eux, ils savent. Avant le manifestation, je pense. Ouais, je pense que oui. Ouais. Ben oui, plus de 5000 ans, encore plus, surtout sur nos terres ici. En Amérique du Nord. Exactement, en Amérique du Nord, mais partout, Ouais, en fait. ben oui, là, ben oui. Depuis l'humain est en existence, on a su comment prendre soin de nos terres, puis on s'est perdu un peu dans les, dans les Ah, on a fait un petit croche, là. pas mal de Ouais. petits croches. Donc, comment est-ce qu'on peut réintégrer ces valeurs-là en organisation OK. et être capable de faire, justement, être en relation d'affaires qui est plus saine pour la planète? Parce que pour l'instant, on se tough. tire Ouais. on se tire dans le pied. Je vais poser une question parce que je l'ai dans la tête, Oui, mais oui. ça, on sort un peu du cadre de l'agilité, mais c'est trop fort pour moi. Quelle est ta position sur les. C'est quoi le nom? Les crédits verts. Les crédits verts, donc Taxe ça, carbone, le toutes ces taxe patentes-là. carbone, Toutes ces ouais. patentes-là. là. Peut-être que ça bon, oui, Oui. mais vraiment des entreprises qui achètent des crédits dans le but de pouvoir polluer. Ouais, ça, en fait, tu sais, pour moi, je le vois comme étant un last resort. Mais Ouais. vraiment, c'est la dernière chose que tu veux faire. OK, hein. C'est vraiment, tu as tout essayé, là. Ouais, Tu sais. ouais. Puis il y a des parties que c'est en lien avec la transition. Donc, si par exemple, tu as une matière première que actuellement, tu as une matière première qui est très polluante. Si je prends, pour exemple, il y a une compagnie à Singapour qui travaille dans la construction, donc c'est du béton. Ça fait glamour, hein, du Singapour. Quand même. Puis le béton, ça dégage énormément de gaz à effet de serre là, Aussi. dans sa production. là. C'est Exact. ça qui est tough. là. Exact, parce qu'il y a de la cuisson. Moi, je savais même pas qu'il y avait de la cuisson. Brûle dans souvent la- des pneus là, pour alimenter le four. Tu sais. Et aussi, Oui, donc, OK. tu sais, donc il y a des entreprises comme ça que eux, ils ont comme réalisé, puis parce que là, surtout, il y a pas mal plus de contraintes environnementales que le gouvernement il commence à poser. Là, ça commence. Là, tu sais, donc, Ouais. Singapour commence vraiment à mettre des normes. puis des normes, contraintes. des réglementations et des trucs comme ça. Mhm. Mais si je prends l'exemple de cette entreprise-là, parce que ça dépend de leur niveau de maturité aussi. Donc, celle-là, elle commençait juste parce qu'il va y aller avoir une taxe carbone. Donc, ils se sont dit, shit, il faut vraiment qu'on On n'a fasse plus le de choix quoi. d'agir On parce a que plus le choix nos d'agir. bénéfices sont impactés si on Ex- fait pas quelque chose now. Exactement. C'est l'approche Burning Platform, là, tu sais, Ouais. pour voir avancer. Ouais. Exactement. Tu fais face au feu, là. Tu n'as comme pas le choix. Exact. Puis, en fait, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est implanter du AI pour être capable de parce qu'il y avait tellement de cuisson à faire pour essayer. Donc, comment. Je ne suis pas expert de béton, hein? On s'attend à un cours sur comment faire du Là, béton, s'il vous plaît. Je là. vais annuler mes 8 questions. C'est bon. Pas toutes, là. Mais la manière qu'ils m'ont l'a expliqué, c'est que il y a, pour différentes utilisations de béton, il va y avoir différents types de cuisson ou des OK. trucs comme ça qui vont être Ouais. utilisés. OK. Mais pour essayer de trouver la bonne recette, il faut que tu fasses beaucoup d'expérimentation. Erreur, parce que tu dis ça, c'est du Essai-erreur, waste. exact, ça crée Ouais. beaucoup de waste, c'est beaucoup de charbon pour brûler, pour générer le four, pour après ça, tu sais, Ouais, tu te retrouves ouais. tout dans Je peux imaginer. cette chaîne-là. Je peux imaginer. Fait que là, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est optimiser. Ouais. Donc, avec l'utilisation de l'intelligence Fait qu'ils artificielle. vont sur ChatGPT. Je veux faire du ciment. C'est Non, bon, ils ont bon, pris X, tout. Y. Non, ils ont pris la data, en fait, puis ils ont réussi à trouver les meilleures recettes à Ouais. travers tout ça. Puis Ouais. là, c'est vraiment plus soutenable. Et de cette façon-là, ils ont réduit leur émission de 50 Quand même. Oh, quand même. Quand même. Donc, c'est énorme. C'est massif. Donc, souvent, ce qu'on voit, surtout au début, ça commence par de l'optimisation. Ça commence par vouloir être, en fait, être face. C'est comme ça par tout changement. Là, tu sais, c'est T'as un c'est quand problème, tu es là. devant Ouais. une falaise que là, tu es comme shit, faut que je saute. Mm. Tu sais? Donc, c'est vraiment quand tu n'as pas le choix. Et donc, c'est une valeur d'affaires d'optimiser. Mais là, une fois qu'ils ont optimisé, là, il faut qu'ils commencent à réfléchir sur, ben, si on veut, Puis, pour couper, peut-être changer aussi, puis commencer à explorer différents types de matériaux qui sont moins... Donc, là, tu commences dans l'expérimentation, puis ils font du R&D on the side, des trucs comme ça. Donc, il y a toute cette approche-là qui... Tu sais, pour revenir à ta question par rapport à les crédits qui Ouais. Tu sais, quand tu commences par optimiser. Si tu as optimisé ton système au max, tu n'as encore pas trouvé la solution qui va être mieux, ben
là, peut-être, vas-y, là. Mhm. Mais ça ne devrait pas être d'emblée. Parce qu'on l'a vu surtout cette année, il y avait, dans l'Ouest canadien, il y avait beaucoup de terres et de forêts qui ont été dédiées à les crédits carbone. Donc, Oui, oui. c'était supposé être des sinks, là, qu'ils appellent. Et ben, elles sont toutes parties en flammes. Oups. Fait que je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut C'est pas sustainable, s'ancrer. ouais. Exactement, pas du tout. Parce que ça demande que notre climat est restable. Puis on sait que avec ça va C'est juste varier l'assomption qui est encore fausse plus. en partant. là, Très, ouais. très, très Ouais. fausse. Donc, vaut mieux commencer à regarder sur qu'est-ce qu'on peut faire dans notre petit chez nous, dans le pouvoir d'influence avant de commencer à donner ça à d'autres personnes. OK. Ce que je verrais, par exemple, qui pourrait être intéressant, c'est justement des gens qui veulent avoir des fonds pour protéger leur territoire pour pas qu'il soit développé. Là, ça pourrait être, mais encore, c'est last resort. Ouais. Mais revenons À ta conférence. à l'agilité, Ouais. Oui. tout ce qui se passe avec l'agilité. Moi, je suis, mettons, un Scrum Master de 2 équipes. On avait un danseur en background. Là, pour ceux qui l'ont vu, c'est terminé. Je m'excuse. Je vais le voir quand je vais éditer. Je peux le couper. Donc, ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui. Agilité. Donc, Agilité. et puis, je vois à ta conférence, je suis allumé, solide, non pas un burning platform, mais par une vision puis un purpose qui est tellement meilleur. Ouais. Qu'est-ce que moi, je peux faire comme individu dans ma grosse compagnie d'assurance pour entamer quelque chose? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Puis comment je le fais? As-tu des idées? Oui, Oui. en fait, puis durant la conférence, mais en fait, c'est un atelier. Fait que c'est vraiment une exploration où les gens ils peuvent explorer eux-mêmes qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur sphère de conférence. Parce que moi, Tu l'as déjà donné l'année passée? Non. Non? Cette conférence-là, oui, je l'ai déjà donnée à Singapour. C'est le moment de leur souligner un autre titre. En fait, c'est qu'on est tous un peu jaloux. Là, Singapour, Berlin, Verdun. Je t'inquiète. Ouais, puis donc, qu'est-ce qui a sorti de ces ateliers-là? En fait, moi, j'étais surprise de la réaction de l'atelier parce que tout le monde est comme « Wow, c'était le meilleur atelier! » J'étais comme « Wow! » Donc, j'étais vraiment surprise sur l'impact. Imposter syndrome. Sur l'impact des gens parce que c'est de un atelier super interactif. Donc, Okay. moi, je suis pas là. Tu peux prendre le temps de le décrire si jamais si tu veux. Parler. Là, mais en fait, ça commence par un atelier d'immersion pour comprendre les systèmes vivants. Okay. Et les gens sont debout, sont en train de connecter. Et ils commencent à. C'est pas conceptuel, c'est vraiment vécu dans le corps, avec l'intellect. Le tout est senti. Et ça crée des connexions qu'on n'est pas habitué d'avoir en temps normal, dans n'importe quelle autre formation. Et un des gros, comment dire... Takeaway. Des gros problèmes qu'on voit, c'est que les gens sont déconnectés d'eux-mêmes, de la nature. Même à l'intérieur de l'entreprise, on ne voit pas ce qui se passe à côté. On voit pas ce qui se passe. Puis là, dans cet atelier-là, les gens connectent, puis il y a de la magie qui se passe là-dedans, il y a des flamèches qui se passent. Et ils réalisent en sortant, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, j'ai réalisé tellement le pouvoir que j'ai. T'sais, on se retrouve souvent victime de nos circonstances, de notre environnement, c'est le boss. Ou, non. Comment tu réagis, les choix que tu vas faire dans le futur, là, l'avant, les prochains pas que tu vas faire, ça va faire une grosse différence. Et tu as cette agence-là. Puis on a tendance à oublier qu'on a cette agence. Cette capacité, ce pouvoir-là. Exact, de prendre ces décisions-là. Tu dis le mot en anglais, agency. Ah ouais, c'est vrai. En français, agency, c'est l'autodétermination. Oui, voilà. Bravo. La capacité. Quand même. Ouais, très, merci. ChatGPT me l'a dit. T'es vraiment rapide, j'ai même pas vu. Fait que si je participe à ton atelier, dans le fond, je vais reprendre un peu conscience de ça. Puis, pour revenir à la question d'Éric, ça veut dire que à ma petite échelle, à moi, qui va retourner dans ma compagnie d'assurance ou de je sais pas quoi, je vais commencer à le faire vivre, puis peut-être même commencer à l'entamer, transformer mon entreprise en entreprise un petit peu plus régénérative. Oui, mais c'est pas nécessairement juste avec l'entreprise, c'est aussi dans individuellement, ton milieu, ma famille, tout ça. Être capable de parler aux gens avec qu'est-ce que vous faites, vous en pensez quoi de ça? Juste des questions comme vous pensez quoi des crédits carbone. On n'en parle pas nécessairement, surtout dans un milieu autre ou familial, des trucs comme ça. Là, donc, dans un milieu professionnel, on
on va mettre le focus sur qu'est-ce qu'on doit livrer demain matin. C'est ça. Ouais. On pense pas nécessairement à comment on le livrer puis l'impact que ça va avoir sur l'environnement. Okay. Là, j'en veux plus. Là. Je suis Scrum Master de 2-3 équipes. Je suis en rétro, puis j'aimerais que la rétro focus là-dessus, par exemple. On fait quoi? Comment? J'aimerais que... On fait des rétros tous les 2 semaines. C'est pas grave si on ne parle pas du produit ou du processus. Ou Une fois, on peut bien se permettre de déraper un petit peu. Là. À tous les 8 ou 9 rétros, on focus sur notre environnement, le contexte, et puis comment on peut nourrir le concept que tu présentes lors de la conférence. Comment que je pourrais faire ça? Mais c'est vraiment une vision écosystémique. Oui. Donc, une approche que j'utilise beaucoup, c'est le ecosystem mapping. Donc, Ecosystem mapping. Ouais, donc, Okay. c'est la cartographie de ton J'aime les écosystème. mappings, Il y a des gens qui, tu sais, on dirait un mind map. Là, OK. Et en fait, c'est d'être capable de regarder, soit à l'intérieur de l'organisation. Donc, il y a différents niveaux que tu peux faire ça. Tu peux faire ça en tant qu'individu. Donc, regarder ton monde intérieur. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit en tant qu'individu. Puis là, regarder un peu plus à l'extérieur, mais c'est quoi les différentes... Donc, c'est comme des nodules là, que tu peux écrire. Là. Puis après ça, tu as l'exemple de ton travail, les différents aspects au niveau de ton travail. Puis là, ce qui est plus riche, je trouve, c'est de commencer à mapper la qualité des relations entre ces systèmes-là. entre les différents systèmes. Donc, par rapport à ton stress, est-ce que c'est... Ben oui. Est-ce que... Puis tu peux utiliser différentes couleurs. Couleurs. Là, Ouais, tu sais, un gros trait noir que c'est... Ça, c'est le tough. travail, puis c'est ça. Ça nuit. Ou quelque chose de C'est jaune ça. qui te nourrit. Tu sais, des trucs comme ça. Oui. Et c'est beau de la façon que c'est visuel. Tu vois directement ce qui ressort puis les différentes frictions qu'il y a dans ton écosystème. Puis on pourrait le faire individuellement, puis après ça, en équipe, commencer à se le partager, puis Aussi. essayer d'en créer un commun. Là, Ensemble, OK. oui. Donc, c'est intéressant d'avoir des perspectives individuelles parce que tout le monde apporte leur propre lunettes à une situation, leur propre angle à une Ça peut être situation. bien différent dans certains cas. C'est bien correct. Exactement. Ouais. Et ce que je trouve, comme récemment j'ai fait pour un client, justement, c'est un groupe d'exécutifs. Et ils travaillaient, c'était des ultra performants. T'sais, ils sont vraiment bons à travailler dans leur stream, dans leur responsabilité. Mais collaborer, c'était pas vraiment dans leur vocabulaire. Mais tu sais, c'était très transactionnel. Ouais. C'était pas, il y avait pas d'émergence, d'opportunité, de trucs comme ça. Et on a fait une retraite de 2 jours avec eux pour justement commencer à tisser ces liens-là. Puis c'était fascinant de voir à quel point il y avait des endroits qui pouvaient optimiser ou qui pourraient tweaker ou qui pourraient vraiment travailler pour accélérer soit leur croissance ou soit leur... Donc, être capable de regarder un niveau écosystème. Puis quand je parle, vous pouvez choisir les différentes boundaries. Les frontières. Les merci. Les limites. Les limites, les frontières. Ça pourrait être à l'intérieur de l'organisation, mais ce que j'inviterais les gens, c'est de commencer à intégrer l'extérieur de l'organisation. Oui, c'est comme Donc, la pensée systémique extreme. Ouais. La pensée systémique de l'organisation. Là, tu inclus la nature autour. Oui, exact. Parce que ton écosystème, tu navigues, en fait. On fait partie de la nature. On est la nature, mais on l'oublie. On pense que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous. No companies on island. C'est drôle Non. parce que cette semaine, j'étais au bureau puis je travaille dans une compagnie productrice d'électricité au Québec. Donc, comme il y en a plusieurs, on sait pas c'est laquelle. Non, puis il y avait une conversation, une présentation. Encore d'édition à faire. Non, c'est correct. C'est très positif, il n'y a pas de problème. Mais on était dans une conversation où la gang qui s'occupe de l'environnement venait présenter aux gestionnaires de projet parce que, tu sais, bon, Hydro est quand même globalement de l'énergie verte. Ouais. Et là, on commence à calculer sur les projets l'impact, parce qu'il n'y a pas juste la production d'électricité là, qui est là-dedans, il faut qu'on considère vert, mais on se rend jusqu'à, OK, si on fait déplacer les gens au bureau, ben c'est quoi l'impact? Parce que là, c'est des fois plusieurs centaines de personnes qui doivent se déplacer au bureau. Fait que, au net, est-ce que la compagnie est verte? C'est en train de se calculer. Donc, tu sais, ça me connecte là-dessus parce que quand on parle écosystémique, là, on sort juste de, OK, notre petit cadre, nous, on produit de l'électricité, celle-là est verte, mais OK, mais pour le faire, ben, faut qu'on fasse de la télécom, faut qu'on fasse du développement. Ça roule sur des serveurs. Est-ce qu'on continue à être vert au net? Ben, c'est des questions qui se posent comment, la manière t'sais. qu'on code, est-ce que c'est une façon que la c'est plus optimal? c'est optimal pour générer moins d'électricité, par exemple, des trucs comme ça. Donc, il y a des conversations qui commencent à se faire. J'avais un autre point controversé, puisque c'est
c'est le fun. Oui, nous Ton Québécois est revenu. C'est génial. Une fois de temps en temps, là. Il ressort, c'est parfait. plaisir. Nous, petits Québécois ou petits citoyens, on doit faire plein d'efforts pour pouvoir respecter nos environnements. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens haut placés un peu partout qui, à coût de 10 000 avions, se rendent à la COP 28 pour parler de l'environnement. Pour nous aider d'arrêter de prendre l'avion. Je l'ai vu passer quelque part, ça. C'est la présidente de la FTQ. C'est une petite controverse en ce moment au Québec. Là. Pendant que les syndicats sont en grève, la présidente de la FTQ a décidé d'aller à la COP 28. Oui, ça, c'est une question d'image, plus que d'autres choses. Là, mais oui, j'ai l'impression qu'on en demande beaucoup aux citoyens normaux, mais que les citoyens de notre couche sociale ont des privilèges que nous, on n'a pas, qu'eux continuent à faire des choses. Ton point, ton angle là-dessus, ce serait quoi? Mais je veux dire, l'éveil, en fait, de l'impact qu'on a, ça se fait à tous les niveaux. Tu sais, que ce soit... puis je trouve ça vraiment intéressant, les mots que tu as utilisés, le petit individu et des gens qui ont plus de pouvoir. C'est comme si eux, ils ont plus de pouvoir que l'individu, mais l'individu a quand même beaucoup, beaucoup plus de pouvoir qu'il pense. Donc, il y a comme... J'essaierais d'éviter de ce côté... Je comprends les réalités de la chose. Et en même temps, si on continue ce narratif-là, on ne va jamais se rendre nulle part. Là, Donc, il y a aussi un éveil qui doit se faire à ce niveau-là, au niveau des gestionnaires d'entreprise, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir d'influence sur comment est-ce que l'organisation est gérée. Donc, c'est pour ça que je travaille. Le travail que je fais, il se fait à tous les niveaux. Et comme n'importe quelle transformation agile, it starts with the top, en quelque sorte. Ça commence avec une stratégie qui doit être mise au sein de l'organisation, qui intègre justement une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de... souvent, les entreprises pour lesquelles je travaille dans beaucoup de banques, c'était souvent pour optimiser et réduire les coûts. La raison pour laquelle on faisait les transfos agiles. Pas quelque chose qui était très inspirant. Par contre, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une grande banque qui, eux, intégraient, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes ESG pour... l'actionnariat, là, faire en sorte qu'ils sont considérés comme un investissement vert, en fait, probablement. Exactement, mais aussi de réglementation dans le niveau bancaire en termes de reporting puis de rapports fiscal, de comptes. comptabilité, puis tout. Là. Exact. Et eux, ils étaient dans une discussion sur comment est-ce qu'on intègre justement ces nouveaux items qui rentrent dans le backlog et comment est-ce qu'on va structurer. Puis en même temps, on est en train d'avoir une conversation au niveau de la restructure de l'organisation. Puis si on commence à penser à comment on structure une organisation, c'est par les flux de valeurs. Les valeurs, on peut les faire en termes de département, des trucs comme ça. Et ça a pris je peux pas vous dire, là, des conversations vitamines pour essayer de faire comprendre aux gens, OK, oui, c'est peut-être plus facile de faire un département ESG sur le côté, mais en bout de ligne, c'est transversal. Donc, on fait comment? Donc, c'était vraiment intéressant de voir ces espèces et je reviens à la boucle de notre perspective, comment nous, on voit le monde, a un gros impact sur les décisions qu'on prend. Donc, si on voit le monde comme étant ségrégué, des petites boîtes, il n'y a rien d'interconnecté et prédictible, ben là, c'est certain qu'on va prendre des décisions qui sont reliées à ça parce que ça fait le plus de sens dans ce monde-là. Avec nos lunettes à nous. Avec nos lunettes à nous. Par contre, on sait, et surtout avec la pandémie, je pense que ça l'a réveillé pour beaucoup de gens. C'est volatile, c'est complexe, tout est interconnecté. Donc, quand tu es en train de créer des flux de valeur, il faut interconnecter les flux de valeur. Il faut pas, oui, il faut avoir des channels, mais comment aussi est-ce que tu peux les interconnecter? Et faire ces réalisations-là, c'est intéressant parce que les gestionnaires, ils me parlaient, ils disaient « wow, ça change toute ma vie, ça! » Ben oui, bienvenue en 2023. C'est ça. Mais c'est ma retraite dans 5 ans. Je peux-tu, s'il vous plaît, regarder le statu quo? Il est plus acceptable, malheureusement, le statu quo. Oui, mais là, tu te retrouves, encore pour dire à Singapour, il y a beaucoup de gens, justement, à la retraite, qu'eux, ils ont fait...
leur carrière dans le monde corporate, que là, ils se retournent puis ils veulent tout investir dans tout ce qui est vers des fonds impact, des trucs comme ça. Je dis, OK, tu veux te reprendre pour toutes les années. C'est ton purgatoire. C'est ça. Donc, il y a le côté éveil, le chemin est individuel. Ça commence par nous à essayer d'ouvrir nos œillères ou d'enlever nos œillères puis commencer à regarder le monde de façon différente. Et c'est la beauté, en fait, des systèmes complexes ou des systèmes vivants, c'est que c'est très fractal. Donc, la minute qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de toi, ta perception sur le monde, ça change la manière que tu es en relation avec les autres, ça change en façon que tu es en relation avec ton écosystème au complet. Je veux dire, quand moi, je suis tombée dans le bassin de l'agilité, ça a chamboulé ma vie. Moi, je pensais qu'il fallait que je trouve quelqu'un, j'achète un appart. J'avais tout comme... Ton plan de vie était fait jusqu'à ta retraite. Puis là, quand je suis rentrée dans le monde de l'agilité, puis en plus, j'ai travaillé chez Pixis aussi, on était dans une phase où on explorait l'entreprise libérée. Donc là, ça questionnait plein d'autres trucs aussi. Et ça date de longtemps. Oui. De longtemps, exact. Mais en même temps, ça m'a questionné la manière que je voyais le monde. Et ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Donc, ouais. Donc, pour répondre à tes questions, c'est ces gens-là en haut, c'est leur responsabilité. You have the power. On a le pouvoir, puis il y en a plein là, qui ont commencé à partir de leur organisation, qui créent des mouvements, qu'il y a une émergence, un bouillonnement un peu similaire au début de l'agilité qui est en train de se commencer avec le monde de la transition, surtout ici au Québec. Là, je sens, ça se passe à Singapour, mais je sens beaucoup plus prêt à l'action ici, juste dans les 2 semaines que je suis revenue. Ça fait juste 2 semaines. Ça fait juste 2 semaines que je suis rentrée à Montréal. Puis de ce que je comprends, c'est que pour toi, cette transformation-là, l'agilité, ça devient, tu le mentionnais plutôt un peu, une espèce de moyen pour faciliter cette transition-là. C'est juste que ça donne un but et une direction tellement plus puissante, en tout cas pour moi, qui m'éveille d'une façon viscérale. C'est pas, je suis pas en train de faire ça pour gagner de l'argent. Faire plus de bénéfices dans une banque. Puis être plus efficient. Je dis non, on le fait for the sake of. Puis pour les générations futures. Je vais pouvoir regarder à mon enfant ou mes neveux, nièces, savoir que j'ai essayé de tout faire dans mon pouvoir pour essayer de leur donner un futur. Puis beaucoup de traditions autochtones parlent des 7 générations. Les décisions que tu fais aujourd'hui, tu dois commencer à penser. Puis on a tellement été programmés pour un court-termisme, surtout en entreprise. On revient, je prends ma retraite dans 5 ans. Moi, je veux juste... Je veux que l'entreprise survive là et qu'elle fasse des meilleurs. Mais la nouvelle génération qui savent. L'investissement pour nos investisseurs aussi. C'est qu'on travaille pour nos shareholders. Oui, mais ça génère toutes des conversations. Comme il y a une banque qui a commencé récemment, ça fait peut-être 7-8 ans, aux États-Unis, qui est la première banque régénérative, qui justement doit avoir des conversations comme ça avec ses investisseurs pour dire, ton retour, il est ça sur va être... 7 générations. Oui, ça va être tes petits-enfants qui vont être capables. Puis là, l'ego, il commence à travailler. Puis là, c'est comme, non, mais moi, je veux mon argent dessus. Je vais prendre ma retraite. Hier, on va mettre mon argent là. Fait que je vais prendre à l'inverse. Tantôt, Mathieu, tu disais que l'agilité est un beau moyen pour... amener une entreprise à découvrir l'aspect régénératif. On prend à l'inverse. Quand on fait des transformations agiles où on utilise toutes sortes de pratiques, d'outils, des valeurs, des principes du manifeste, mais qu'est-ce qu'il existe dans l'écosystème de l'entreprise régénérative que nous, on pourrait voler pour l'utiliser dans notre transformation agile classique? Une valeur, un principe, un outil. Tantôt, tu as parlé du mind map. Déjà là, c'en est un, je pense. L'éco-map. Je dirais une approche plutôt systémique à la transformation. Déjà là, ça, c'est déjà... On est déjà là, je pense. On flirte, on essaye. Je dirais aussi une approche plutôt collaborative à la transformation. Donc, c'est être capable de créer le chemin ensemble. Il y a... On le sait là, que forcer du changement sur les gens, ça ne fonctionne pas. Ça crée juste plus de résistance. Donc, comment créer un mouvement pour être capable avec le purpose que tu disais tantôt versus le burning platform. C'est ça. Donc, aligner les gens autour d'un raison d'être qui anime les gens.
Et de le faire de le structurer d'une façon qui est très collaborative. Puis j'ai eu l'opportunité quand j'étais en mandat à Singapour, dans 2 des cas, d'être capable de co-créer le nouveau design de la structure d'organisation et aussi l'implémentation. Et donc, c'était l'idée, pas par les execs. Ouais. En fait, c'était l'idée par les execs. Donc, c'est sûr qu'il y avait un certain niveau d'éducation d'explorer, OK, voici vos contraintes, voici votre sandbox qu'on va dessiner pour vous. Et maintenant, avec ça, vous explorez. Puis c'est sûr qu'on était là en tant que guide là, pour les aider à explorer. Puis on a réussi à créer un programme dans l'espace de 3 mois, ce qui est super rapide. À ce niveau-là, oui, bien, pour une grande entreprise. Rapide, c'est ça. Et c'est intéressant parce que, tu sais, au lieu de dire aux gestionnaires de le faire, puis tout ça, non, c'est eux, c'est OK, là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il y avait déjà, ils sentaient la responsabilisation puis l'ownership parce que c'est eux qui ont pris les décisions, sont capables de défendre leurs décisions parce que eux, ils ont passé. Ils croient vraiment. Ils croient vraiment. Oui. Puis, il y a une affaire, je pense, qui est clé, c'est de savoir que ceux qui sont maîtres de leur contexte sont les mieux placés d'être capables de prendre des décisions pour leur contexte. Parfois, c'est juste une question d'être capable d'illuminer ou de démontrer différentes approches, pratiques, mais la clé, c'est vraiment connaître le contexte. Donc, moi, je me vois souvent comme étant un space holder ou quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, un peu comme une sage-femme. Je suis comme, mais l'image n'est pas mauvaise, en fait. Pas mauvaise parce que accoucher de quelque chose. Hein? Mais pas juste ça, c'est dans la création, là, tu sais, dans la... Ça, le bout-là, on n'en parle pas. Non, mais tu sais, avant qu'il sort le bébé, en quelque sorte, donc cette nouvelle structure ou cette nouvelle approche au travail ou des trucs comme ça, il y a un côté de création d'émergence, de formation, là, tu sais. Et pas mauvais. Ça surprend un peu comme image, mais l'image reste quand même bonne. Oui, exact. OK. Ouais, c'est drôle, souvent, je donne l'image pour démontrer l'agilité à son état le plus pur. Je dis, regardez l'arbre chez vous. Un arbre, là, c'est l'exemple parfait d'agilité. Il va s'adapter. Il va s'adapter au contexte 4 fois par année, probablement, et puis ça dure des années, puis des années, puis des années. Ouais. Fait que l'agilité, ça n'a pas commencé il y a 20 quelques années. Ça fait depuis toujours. Ben oui. En fait, les valeurs ou les... Non. On est comme ça va dire un il n'y a pas de... Mais je crois que ce que j'ajouterais à ça, c'est oui, en effet, ce côté d'adaptation à son contexte, le côté... Mais des fois, en agile, on l'oublie. Des fois? Souvent, très souvent. Ou soit ça, ou on a une perception très biaisée de notre contexte. Oui, c'est ça qui, en fait, empêche. On a la difficulté à regarder les choses en face. On préfère éviter ou mettre sous le tapis, éviter le conflit pour être capable d'adresser vraiment le contexte qui est vraiment en face. Puis souvent, c'est pas de la mauvaise foi, c'est une croyance fondamentale. Et puis, c'est normal qu'on fonctionne de cette façon-là. Puis parce qu'on vise, on n'a pas une approche systémique nécessairement tout le temps. Fait que là, on vise que juste être plus productif, disons. Fait qu'on va biaiser nos adaptations là-dessus. C'est normal qu'on fasse 22 tests différents pour aller chercher le béton qu'on veut. C'est la façon de fonctionner. Il n'y a pas d'autre façon. C'est la croyance fondamentale, c'est ça. Il y a quelqu'un qui arrive et dit peut-être. Maybe not. On ne l'a pas exploré. On n'a pas inculqué cette puis il y a une partie que, on peut dire que c'est lié à l'éducation, comment tout est prédictible, mais il y avait une recherche qui a été faite, ça fait longtemps, je n'ai pas mes sources exactement, mais sur les genius. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, il y avait un chercheur, je pense que c'est dans les années 60, qui a étudié, en fait, qu'est-ce qui fait, un chercheur de la NASA, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un enfant devient un génie, en fait. Et le niveau de genius ou de génie dans les enfants de moins de 3 ans était énorme. Ils n'ont pas de contraintes. Ils n'ont pas de contraintes. Ils sont dans l'exploration, sont dans la déconstruction, l'émergence, tout. Et le plus qu'ils sont éduqués, le plus qu'ils vont à l'école, le plus que leur niveau de génie descend drastiquement. On a shapé leur pensée. Voilà. Donc, c'est une façon qu'on construit notre éducation
donc, quand tu dis c'est normal, je dis c'est quoi normal, un? Deux, c'est pas nécessairement correct. C'est normal. Mais normal, ouais, c'est comme on a normalisé quelque chose qui est pas bien, là, où on a tellement été exposé à ça que l'on ne le voit plus. C'est devenu la moyenne. C'est normal, ça veut juste dire que c'est la moyenne. C'est ça. Donc, nourrir ou ignite, allumer l'espèce de curiosité, d'apprentissage continu, de toujours se poser des questions. Il y a des gens qui vont parler du growth mindset. Mais moi, je dis la curiosité, c'est la clé à tout. D'être capable de justement nourrir cette... Ah, mais comment est-ce que je pourrais... Pourquoi qu'on fait ça de même? Pourquoi qu'on fait ça de même? Qu'est-ce qu'on voulait faire donc au départ? Je sais plus. Ouais. Exact. Puis on le tue, ça, dans plusieurs de nos contextes. On l'écrase, on veut pas l'entendre. Tu dis, t'es donc gossant, là. Qu'est-ce trop long. Ouais, c'est trop long. Je vais faire un clin d'œil. Elmo, on a déjà parlé. Ben, on est... c'est un acronyme pour Enough, Let's Move On. Je sais pas si tu savais. Puis des fois, t'es dans on est plus confortable à vivre un échec en suivant le processus. À ce moment-là, on peut blâmer le processus, c'est pas de ma faute, que risquer un succès en essayant quelque chose de nouveau. Mais c'est la déresponsabilisation. C'est une déresponsabilisation. Totale. Je suis accountable pour livrer quelque chose en suivant tel processus et je vais respecter mon côté imputable de ça. Sinon, c'est la maudite recette qui n'a pas marché. C'est pas ma faute. C'est ma faute si le poulet n'est pas cuit comme du monde. Puis dans le fond, à travers ton atelier, aujourd'hui, les gens vont vivre un petit moment de curiosité puis de laisser tomber là, ces barrières-là puis d'essayer de le vivre pour vrai. Là, ça serait quoi, selon toi, les takeaways que tu t'espères que les gens vont avoir à la fin de l'atelier? J'espère les illuminer d'une nouvelle perspective et qui réalisent, en fait, la capacité qu'ils ont à prendre action dans leur environnement. Et ils vont sûrement en sortir aussi avec à travers l'expérience, en sortir avec différentes outils qu'ils vont avoir maintenant de plus dans leur sac Mary Poppins. Est-ce que c'est filmé? Non, je pense que c'est un atelier. Il y a des salles qui le sont. Là, mettons, nous, elle avait la capacité de l'être filmée, mais elle n'était pas. OK. Wow. Merci, Sarah. Merci beaucoup. C'est rafraîchissant de commencer cette journée-là avec toi. Sarah est de retour à Montréal. Il faut le dire. Les gens qui veulent te contacter. Oui, sur LinkedIn. Sinon, j'ai mon site web qui est toujours en anglais. Ça fait juste 2 semaines que je dis. C'est correct. Tu n'as même pas besoin de t'excuser. C'est bien correct. L'Office de langue française. Au moins, je ne suis pas une compagnie de plus de 25 personnes. Non, je savais pas. Non, je t'inquiète. Mais oui, donc, cultivatingwholeness.space. Vous pouvez avoir des informations là. Mais sinon aussi, n'importe quand, vous pouvez... oui, moi, je suis ouverte à un café. Je suis contente d'être de retour. Donc, si des gens sont intéressés par le sujet, n'hésitez pas. Avoir plus de détails, comment conduire un atelier, des choses comme ça, on peut t'écrire. Oui, sur un atelier ou sur, qui sont intéressés à en apprendre plus sur les entreprises régénératives, qu'est-ce que ça veut dire, par où commencer, tout ça, définitivement. Puis aussi, s'ils veulent expérimenter plus avec le côté écosystème ou des ateliers comme ça aussi, avec grand plaisir. Cool. Un immense merci d'être prête au jeu. Bon atelier tantôt. Merci. Salut. Merci. Salut.